Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une commission consacrée à l'examen pour avis du projet de loi d'ADU portant diverses dispositions d'adaptation au projet de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Nous sommes régulièrement amenés à discuter de ce type de texte, souvent qualifié de technique. Il marque pourtant la transposition de dispositions européennes essentielles au quotidien de nos concitoyens. Je rappelle que ce projet de loi a été renvoyé à la Commission des affaires sociales qui a délégué à notre commission l'examen au fond des articles 26 à 29, c'est-à-dire concernant un volet important, le volet des transports. La commission des affaires sociales examinera pour sa part le projet de loi demain matin. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre rapporteure pour avis, Madame Danielle Brulbois, pour une dizaine de minutes. Madame la rapporteure. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, si nous souhaitons atteindre l'objectif européen de neutralité climatique pour 2050, le secteur des transports doit opérer une transformation pour accélérer sa décarbonation. Notre devoir est donc de garantir la mise en œuvre de solutions efficaces d'un point de vue environnemental, mais également acceptables et abordables, et protectrices d'un point de vue social. Le droit européen a évolué afin de concilier ces objectifs. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a été saisie pour l'avis de l'examen de 5 articles du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports. Ces articles comportent principalement des dispositions relatives au transport routier, ainsi qu'à l'accessibilité des trains, notamment pour les personnes handicapées ou pour les vélos, et donc pour le confortement des droits des usagers. Avant de vous présenter les articles, je tiens à saluer le travail accompli par le Sénat, dont j'approuve la majorité des modifications apportées au texte. En premier lieu, je souhaite revenir sur les dispositions des articles 26 et 26 bis de ce projet de loi. Ces deux articles transposent la directive dite Eurovignette du 17 juin 1999, telle que révisée par la directive du 24 février 2022, définissant les règles applicables en matière de taxation des poids lourds empruntant certains axes routiers européens. Si cette directive avait initialement pour objectif de limiter le niveau des péages afin de garantir la libre circulation des personnes et des marchandises, de nouvelles dispositions ont été adoptées afin de limiter l'impact du transport routier sur l'environnement. Ce sujet est primordial puisque les autoroutes françaises sont responsables de 7% des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 54% liés aux poids lourds. Avant la révision de 2022, la directive prévoyait déjà l'obligation pour les États membres de faire varier la redevance d'infrastructure applicable aux poids lourds en fonction de la classe euro du véhicule. En pratique, seuls 4 contrats autoroutiers appliquent la modulation euro. Ainsi, seulement 235 km sur les 9200 km autoroutiers concédés, soit 2,5% du réseau, sont concernés par cette mesure. Afin de renforcer cette disposition, l'article 26 transpose l'ensemble des dispositions obligatoires de la directive du 24 février 2022. 3 éléments principaux sont à retenir. D'abord, la directive instaure une obligation de modulation des redevances d'infrastructure pour les poids lourds en fonction de leur classe d'émissions de CO2. Ensuite, la directive oblige à mettre en place une redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Enfin, la directive prévoit qu'à compter du 1er juillet 2026, les États membres devront faire varier les péages acquittés par les camionnettes et les minibus en fonction de la performance environnementale des véhicules. Je tiens à souligner que ces dispositions concernent uniquement les contrats conclus entre l'État et les concessionnaires autoroutiers après le 24 mars 2022. Ainsi, ces dispositions ne s'appliqueront qu'au moment du renouvellement des contrats, soit
dans la plupart des cas, après 2030. Laisser ce délai a deux avantages. D'une part, cela permet d'éviter une remise en cause des règles tarifaires des contrats autoroutiers existants, qui pourraient obliger l'État à compenser les déséquilibres financiers induits pour les contrats en cours. D'autre part, cela donne le temps aux entreprises du secteur d'adapter leur parc automobile, alors que seulement 2% des 600 000 véhicules du parc poids lourd répondent actuellement aux critères de faibles émissions. Comme nous l'a rappelé la mission d'information flash relative aux zones à faible émission, portée par mes collègues Gérard Leseul et Bruno Biliane, que je salue, les dispositifs d'aide à l'achat de véhicules poids lourds électriques ou fonctionnant avec des carburants propres sont aujourd'hui insuffisants. Le secteur du transport routier ne dispose pas non plus d'une rentabilité et de moyens suffisants pour lui permettre d'opérer seul le virage nécessaire à son verdissement. Le coût des véhicules électriques est de 4 à 5 fois plus élevé que celui des véhicules diesel et l'offre est très limitée pour les gros gabarits. Le délai minimum de livraison d'un véhicule neuf à propulsion alternative est de 2 ans et le réseau d'avitaillement en énergie alternative est insuffisant. Pour cette raison, je salue l'introduction au Sénat d'une disposition accordant une exonération ou une réduction des péages aux véhicules les moins polluants relevant de la norme Euro la plus stricte. Cette mesure représente une incitation financière au renouvellement des flottes. Il faudra aussi ouvrir de nouvelles aides et subventions en ce sens. Cet outil d'ADU doit s'inscrire dans une planification complète de la transition écologique de ces secteurs. Par ailleurs, je proposerai un amendement de suppression de l'alinéa 19 de l'article 26 introduit au Sénat qui fixe au 26 mars 2026 la date d'entrée en vigueur de la redevance pour coûts externes. En effet, cette date va à l'encontre du dispositif de la directive qui fixe la date d'entrée en vigueur au 24 mars 2022. L'article 26 bis introduit au Sénat élargit le champ d'application de la directive aux dispositions de l'ordonnance du 26 mai 2021 qui fixe les modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la collectivité européenne d'Alsace CEA. Cette ordonnance autorise la collectivité européenne d'Alsace à prévoir une modulation des taux kilométriques des redevances perçues sur le transport des marchandises en fonction de la classe d'émission euro du véhicule ou de tenir compte des coûts résultant pour la société de la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic. Or, il est impératif que le régime de la taxe qui sera mise en œuvre par la collectivité européenne d'Alsace respecte les prescriptions obligatoires de la directive à compter de mars 2024. À l'article 28, le projet de loi aborde un autre sujet majeur, le transport ferroviaire des voyageurs. Le transport ferroviaire ne représente que 0,5% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne provenant du secteur ferroviaire. Afin d'encourager le recours au train, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le règlement du 29 avril 2021 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Ce nouveau règlement a pour objectif d'assurer une protection effective des droits des voyageurs, concernant notamment les indemnisations en cas de retard ou d'annulation d'un trajet avec ou sans correspondance, ou encore l'assistance en gare et à bord des trains des personnes handicapées ou à mobilité réduite. En plus de renforcer les droits des voyageurs, ce règlement encourage la mobilité verte en facilitant la possibilité pour les voyageurs d'emmener leur vélo à bord des trains. Les entreprises ferroviaires exploitant des lignes nationales comme régionales sont désormais tenues, elles aussi, de prévoir des emplacements dédiés au vélo. À ce sujet, je tiens à saluer les avancées qui ont déjà été intégrées en droit français dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, qui fixe un nombre minimum d'emplacements pour vélo supérieur à la norme européenne. Je retiens également de l'audition que j'ai conduite avec SNCF Voyageurs que les conditions de service proposées par l'entreprise sont souvent plus favorables que les dispositions européennes. En effet, c'est souvent 8 emplacements pour vélo alors que les normes européennes sont de 4.
notamment les conditions d'indemnisation en cas de retard ou d'annulation et de service à la personne. Cependant, transposer ce règlement en droit français permettra de fixer un cadre clair dans le contexte de l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales. Le Sénat a ajouté de nouvelles obligations, comme le fait d'indemniser les personnes handicapées ou à mobilité réduite en cas de perte ou d'endommagement de leur dispositif d'assistance, de rendre publiques les décisions d'interrompre des services, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ou encore d'informer les voyageurs de leurs droits et obligations au moment de l'achat de leur titre de transport. Si le règlement fixe au 7 juin 2023 l'entrée en vigueur de ces dispositions, le Sénat a accordé un délai supplémentaire pour les services régionaux jusqu'au 1er janvier 2025. Ce délai a pour objectif de permettre à l'ensemble des entreprises ferroviaires souhaitant entrer sur le marché dans le cadre de l'ouverture à la concurrence d'adapter leurs offres. Enfin, l'article 27 et 29 de ce projet de loi apportent des corrections rédactionnelles qui n'appellent pas d'observation particulière. Pour conclure, je vous propose d'adopter ce texte ainsi que les quelques amendements complémentaires que j'ai déposés qui visent à permettre à l'autorité de régulation des transports d'exercer pleinement ses missions. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure et merci pour le travail effectué sur ce texte proposé. Nous en venons à la discussion générale et pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui quelques-unes des dispositions de la 11e loi depuis 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. 5 de ces articles ont trait en effet au transport. Les dispositions visées par notre commission sont avant tout techniques, mais elles appellent ici et là des remarques d'ordre plus général. Ainsi, de l'article 26. Certes, la modulation des péages pour les véhicules utilitaires lourds en fonction de leurs émissions de CO2 et de dioxyde d'azote ne pourra être appliquée sur l'essentiel de notre réseau autoroutier qu'en 2030. Il en ira de même de la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique sur les mêmes véhicules. Mais ces dispositions soulèvent plus largement la question du devenir des concessions autoroutières et surtout des péages. En l'état, le droit européen imposerait en effet une acception plus stricte des coûts recouvrables par les péages après 2030. Cela représenterait une réduction des recettes de 50 à 70% par rapport à celles qui sont perçues aujourd'hui. Un vrai paradoxe au regard du principe pollueur-payeur que l'introduction dans notre droit de la redevance pour coûts externes permettra peut-être de résoudre demain. Autre disposition, l'article 26 bis. Il étend en toute logique les dispositions de l'article 26 au réseau autoroutier transféré à la collectivité européenne d'Alsace, mais cette extension devra ultérieurement être envisagée pour celles des régions qui seront à la fois volontaires pour une mise à disposition d'une fraction du réseau routier national en vertu de la loi 3DS et aussi à la perception d'une éco-redevance sur ces axes en vertu de la loi climat et résilience. Enfin, l'article 28 pose une difficulté autour de la notion de billet direct. Elle ne crée de nouvelles obligations en faveur des voyageurs que pour les itinéraires opérés par une seule compagnie. À l'heure de la progressive ouverture à la concurrence d'ici à 2033 du réseau ferroviaire, il y a là une disposition qui pourrait évoluer afin de contraindre les différents et futurs opérateurs à se coordonner. Le groupe Renaissance est bien sûr favorable à l'adoption de ce projet de loi. Merci chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Antoine Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Les articles présentés, évidemment, nous posent de sérieuses difficultés sur le fond des mesures déjà concernant l'Eurovignette. À l'origine, ce projet devait limiter le prix des péages afin de faire cesser les politiques tarifaires abusives mises en place par certains pays géographiquement incontournables pour les transporteurs. Sauf que, entre-temps, il y a un rouleau compresseur écologiste qui est passé par là. Ainsi, la défense de la liberté de circulation des biens et des marchandises est devenue un régime de bonus-malus au CO2, poussant à l'achat de véhicules électriques, ce qui aujourd'hui est un non-sens pour les longs trajets. De plus, le plafonnement des prix des péages qui n'aurait pas été un luxe dans les pays aux autoroutes les plus chères d'Europe est devenu une augmentation des prix pour les transporteurs dits polluants. Et ce seront une fois de plus les entreprises qui n'auront pas les moyens de renouveler leurs véhicules qui vont devoir la supporter. Aujourd'hui, cela concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes, mais si nous ouvrons la porte à ces mesures, à quand sa généralisation ?
Difficulté sur la forme également, car il s'agit d'une loi de transposition, celle-ci comporte des zones floues. Ce règlement européen n'a pas été prévu pour les régimes de concession, ainsi nous ne savons pas s'il va s'agir d'une taxe qui ira à l'État ou d'une redevance qui ira aux concessionnaires. Nous n'avons aucune prévision de fléchage des bénéfices perçus, le grand nombre des modulations des prix, presque pour chaque véhicule, les rend imprévisibles, rompt l'égalité entre les usagers et met en cause le consentement au péage. Concernant l'article 28 également, s'il va dans le bon sens, il ne prévoit pas d'indemnisation globale en cas de retard faisant manquer les correspondances aux voyageurs qui passent par plusieurs compagnies pour leur trajet. Notre groupe est fermement opposé à la philosophie de l'Eurovignette. Pour les autres articles, nous serons particulièrement vigilants quant aux réponses données lors de nos échanges. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. L'année 2022 a été l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Ces augmentations de température, nous les devons à la hausse alarmante des niveaux de CO2 dans l'atmosphère. C'est l'humanité même qui va être impactée, en commençant par l'agriculture qui subit une crise sans précédent dans l'histoire récente. Ainsi, chaque pays européen doit réduire ses émissions de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1960. C'est dans ce contexte que la principale mesure débattue aujourd'hui s'attaque aux émissions de CO2 du secteur routier. Cette loi oblige aux poids lourds et aux véhicules de transport de personnes la pose d'une eurovignette. Cette eurovignette indique les émissions de CO2 du véhicule et, en fonction de la catégorie du véhicule, entraînera un malus plus ou moins important au péage. Cependant, et nous commençons à en avoir l'habitude, aucune alternative n'est prévue par l'État. Le fret ferroviaire est au point mort, 9% en France aujourd'hui, soit 43% de moins depuis l'an 2000. En Europe, c'est 18% de part modale de transport de marchandises. Comment la France a-t-elle pu autant dérailler ? Dans le même temps, le transport routier a augmenté de 16%. Ces dernières années, c'est 922 km d'autoroutes supplémentaires qui ont été construites pour 18 milliards d'euros. En accord avec les ONG, les collectivités et la SNCF, nous avons voté à la majorité 3 milliards supplémentaires pour le développement du fret ferroviaire, mais Mme Borne les a supprimés à coup de 49.3. Dans cette mesure, sur les poids lourds, bien qu'essentielle dans la transition écologique, est totalement incohérente. De plus, ce sont des concessionnaires privés qui s'occupent des autoroutes qui seront contrôlées. Nous sommes pour une nationalisation afin que ce surplus de revenus des malus permette le développement d'alternatives. Enfin, nous émettons aussi une réserve pour les artisans et les TPE, dépendant de l'utilisation des autoroutes pour leur activité, qui vont être soumis aux mêmes règles que les gros pollueurs que sont les multinationales du transport routier. Il faut une transition écologique juste, et cela passe par la planification, pas par des mesurettes d'annonce. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, juste 30 secondes. Merci. Pour les Républicains, la parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi que nous allons examiner porte des changements intéressants, malgré son apparence assez technique. Je pense aux nouvelles dispositions sur les péages. Ce texte crée une redevance pour majoration des coûts externes liés à la pollution atmosphérique. C'est en réalité une forme d'écotaxe sur les poids lourds que notre pays avait essayé de mettre en place il y a une dizaine d'années et dont la mise en œuvre est désormais facilitée par la généralisation des badges de télépéage. On peut y voir une bonne nouvelle, puisque cette redevance, longtemps empêchée par le droit européen, constituera une recette nouvelle pour l'État pour financer nos infrastructures de transport et encouragera les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules. Je voudrais cependant attirer l'attention de mes collègues sur un amendement visant à introduire la redevance facultative sur la congestion du trafic. Cette mesure part d'un bon sentiment, mais soyons vigilants à ne pas surtaxer le secteur du transport routier, souvent constitué des petites PME, et dont le trafic risque de se reporter sur des axes secondaires à la charge des collectivités, si on alourdit trop le tarif des autoroutes. La généralisation aux véhicules légers de la modulation des péages, qui est assez dans l'air du temps et semble habilement induite par l'alinéa 3, article 26, nous interroge davantage en revanche. Si c'était le cas, il s'agirait d'une surtranscription de la directive, car rien ne nous oblige à appliquer à l'ensemble des usagers cette disposition jusqu'ici prévue pour les poids lourds. Cette modulation signifie une baisse de tarif pour un véhicule vertueux qui sera forcément compensée par une hausse de tarifs pour les autres usagers. C'est donc une perte de pouvoir d'achat supplémentaire pour les automobilistes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture neuve. L'autre grand thème de ce projet de loi concerne le transport ferroviaire, avec de nouvelles obligations qui sont autant d'avancées pour les droits des usagers. Je pense à l'amélioration à l'assistance aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Salue enfin l'amendement porté par l'ensemble des groupes politiques du Sénat, soutenu par le gouvernement, qui ajoute à ces prescriptions l'amélioration de l'information des voyageurs. Je pense qu'on risque d'ailleurs d'en reparler ces prochains jours. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme vous le savez, le projet de loi dit DADU a pour but d'adapter le droit français aux évolutions récentes du droit européen, notamment en intégrant à notre système normatif les dispositions clés de plusieurs directives et règlements. Ce texte traite de nombreux sujets et touche de nombreux secteurs, ce qui explique la saisine de nos 5 commissions. Pour ce qui concerne la nôtre, nous sommes saisis de l'examen des articles 26, 27, 28 et 29 qui doivent permettre de mettre en cohérence le droit français, d'une part, avec la directive Eurovignette qui permet de mettre en œuvre des modulations et majorations à vocation environnementale sur les tarifs des péages. Sera ainsi rendu possible une modulation des tarifs des péages pour les véhicules poids lourds en fonction de leur émission de gaz à effet de serre, et d'autre part, avec le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires qui impose un certain nombre d'obligations aux entreprises ferroviaires relatives à la fourniture d'informations claires pour les futurs voyageurs et pendant leur voyage. Le groupe démocrate a proposé 3 amendements, tous 3 travaillés en étroite coordination avec l'autorité de régulation des transports. Le premier proposait que le contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau prévoit une annexe présentant le programme pluriannuel détaillé des investissements d'SNCF Réseau, et ce pour toute la durée du contrat. Le second prévoyait l'ajout d'un siège au sein de la commission des sanctions de l'ART afin d'en faciliter le fonctionnement et la prise de décision. Ces 2 amendements ont été jugés irrecevables et nous le déplorons vivement. Je défendrai dans quelques minutes le 3e amendement au nom de mon groupe qui votera favorablement sur l'ensemble de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Gérard Le Seul pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Ce texte de transposition de diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne touche des sujets très, très divers, mais souvent importants tant il permet à la fois une évolution conjointe des législations des États membres et des améliorations de notre corpus législatif national. Mais nous devons rester très vigilants. Si nous n'avons pas de difficultés particulières avec ce texte, il est néanmoins regrettable que celui-ci, globalement, renvoie trop souvent à la procédure de législation par ordonnance. Et bien sûr, les sujets traités sont souvent techniques, comme l'a dit notre président tout à l'heure, mais l'usage des ordonnances ne permet malheureusement pas une implication des parlementaires et une discussion collective précise sur les modalités d'exécution. En ce qui concerne notre commission, plusieurs directives vont dans le bon sens, notamment en ce qui concerne les redevances applicables aux poids lourds sur le réseau des autoroutes concédées avec une meilleure prise en charge des voyageurs handicapés dans les transports ferroviaires. Notons d'ailleurs que c'est à l'initiative de nos collègues socialistes que les sénateurs ont étendu à tous les services ferroviaires, y compris urbains, suburbains et régionaux, les obligations prévues au niveau européen. En première lecture, les sénateurs ont aussi modifié l'article 26, comme ça a été dit par les précédents orateurs. Nous pourrons en rediscuter. Nous regrettons aussi qu'à l'occasion de cet amendement du texte, nous ne puissions discuter d'un amendement visant à introduire en transposition une programmation pluriannuelle des investissements de SNCF Réseau annexée au contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau. Ça nous aurait semblé important de pouvoir avoir cette lecture, on va dire, prospective du développement de la SNCF, comme nous l'avons évoqué à de très nombreuses reprises entre nous. Nous regrettons aussi que certains de nos amendements n'aient pas pu être jugés recevables. Et en vue de renforcer les dispositions de cette transposition, nous considérons qu'il est important que l'ART puisse effectuer son travail de régulation pleinement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiébaut. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, ce projet de loi que nous allons étudier vise à transposer dans le droit français 6 directives et 6 règlements de l'Union européenne, et qui portent notamment des mesures importantes et concrètes. Plus précisément, dans le domaine des transports, qu'il est nécessaire de moderniser à l'aune de la transition écologique et au vu des enjeux, à la fois via la réduction des modes de transport utilisant des énergies fossiles et via la massification de modes de transport alternatifs qui soient décarbonés et collectifs. Les 5 articles relatifs au transport qui composent ce projet de loi permettent d'avancer vers ces objectifs. Retrouver du commun, du collectif via les transports ferroviaires, notamment tout améliorant les conditions individuelles de chaque voyageur, accélérer la décarbonation,
Aussi également la modélisation des tarifs des péages, notamment sur la base de l'Eurovignette, comme a été dit par la rapporteure, qui va être utilisée dans le cadre des ordonnances et la mise en œuvre d'un système de régulation routier au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, notamment sur les véhicules les plus polluants. Et surtout, lutter contre la pollution marine en garantissant le dépôt des déchets des navires de transport. Ces mesures importantes auront un impact concret pour l'ensemble des Français. Plus spécifiquement, le renforcement des droits de voyageurs va permettre des avancées positives, pour que ce soit notamment et plus particulièrement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, qui vont être mieux accompagnées dans les transports ferroviaires. Le verdissement de transport passe évidemment aussi par la décarbonation. Les autoroutes françaises représentent ainsi 7% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Toutefois, ces modifications des structures de péage est un outil pertinent pour accompagner cette transition. Seulement 1,6% des 616 415 poids lourds circulent avec une énergie alternative au diesel. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il s'agit donc de réfléchir à d'autres moyens pour inscrire ces mesures dans une planification plus globale du verdissement de nos transports. Ce projet de loi porte ainsi des mesures importantes qui ont un impact sur le quotidien des Français. Il nous rappelle le rôle de protection essentielle citoyens, patients, travailleurs, consommateurs européens que joue l'Europe. Pour toutes ces raisons, bien entendu, au niveau du groupe, nous sommes favorables à ce projet de loi, sous la réserve des amendements qui vont être adoptés, bien entendu, Monsieur le Président. Merci beaucoup, mon cher collègue. Et enfin, pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Pelucco. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le secteur des transports est le plus émissif en France. Et parmi les émissions des transports, le transport par route représente 94% de ces émissions. Les poids lourds, qui ne représentent que 2% des véhicules du parc français, représentent à eux seuls 22% des émissions du secteur des transports. La directive Eurovignette est donc bienvenue pour limiter les émissions du secteur du transport routier. Le texte de la directive révisée prévoit l'application obligatoire à compter du 25 mars 2026 d'une redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Malheureusement, le choix retenu par le gouvernement pour cette transposition se limite aux seuls éléments de la directive à caractère obligatoire et laisse de côté des dispositions facultatives intéressantes. Il était possible d'aller beaucoup plus loin, par exemple en introduisant une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés, ou encore en rendant possible l'application d'un surpéage assorti du fléchage des recettes pour le financement d'infrastructures de transport. Le texte, après son passage au Sénat, soulève aussi quelques problèmes, notamment le report à 2026 de l'application aux véhicules lourds de la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic. Cela génère une instabilité juridique de l'aveu même du ministère des Transports. Concernant l'article 28, il consiste à renforcer la protection des droits des voyageurs ferroviaires et d'encourager les voyages en train dans le contexte devenu malheureusement concurrentiel. Globalement, les mesures de cet article nous paraissent intéressantes et nécessaires depuis le dernier règlement qui datait de 2007. Mais là encore, le gouvernement français propose une transposition assez peu ambitieuse et nous proposons donc de renforcer la transposition de l'article 6 du règlement et faire en sorte que la France rattrape son retard, notamment en matière de place pour les vélos. Notre amendement permettrait d'accroître et d'améliorer l'intermodalité grâce au transport de bicyclettes dans les trains. Merci, chers collègues. Est-ce que pour le groupe Gauche démocrate ou Liberté et Territoire, il y a une volonté de prise de parole, pas de volonté exprimée? Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez dire un petit mot avant? Oui, écoutez, merci, chers collègues, pour vos remarques et votre analyse pertinente de cette transposition. Donc, c'est une transposition obligatoire et je voudrais dire que la transposition que nous en faisons, le gouvernement a décidé qu'elle soit fidèle aux dispositions de la directive européenne en ne retenant que les seules mesures obligatoires et en ce qui concerne en particulier les péages applicables dans le cadre des contrats de concession autoroutier. C'est pour ne pas bouleverser l'équilibre des contrats en cours et c'est aussi pour laisser le temps à nos transporteurs de s'adapter à ces nouvelles exigences, sachant que notre priorité reste la décarbonation de nos transports. Et voilà, vous avez dit, vous avez posé différentes questions sur la taxe, la redevance. En effet, la redevance, ce sera une taxe. Donc, il y aura des réflexions à faire, bien sûr, sur le renouvellement de nos concessions autoroutières. Il faudra réfléchir à tout ça, comment tout cela s'articule. Et
je voudrais aussi dire quand même que la Commission européenne estime que l'ensemble des dispositifs prévus dans le texte entraînera une augmentation de 1,1% du coût du transport des marchandises, tandis que les coûts du transport des passagers restent inchangés. Et donc les particuliers ne sont pas concernés par ces dispositions non plus. Voilà, donc je tiens à remercier, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, notre administrateur Nicolas Dufresne pour son assistance et son travail important sur ce texte. Merci Madame la rapporteure. La discussion générale est close. Nous passons donc à l'examen des articles dont nous sommes saisis pour avis, avec l'article 26, des amendements de suppression de l'article, amendement CD 22, présenté par Monsieur Villedieu. C'est bon, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme mentionné, hein, c'est un article de suppression. La suppression, en fait, elle vise surtout par rapport à la modulation qui pourrait être appliquée, la modulation, c'est-à-dire l'instabilité des prix aujourd'hui, qui pourrait être appliquée en fonction au gré des technocrates européens. Donc on voudrait éventuellement plutôt travailler dans le sens de quelque chose de linéaire et puis de lisible et pas être dans le flou en permanence. Donc on demande la suppression de l'article dans sa totalité. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, mon cher collègue, je vous rappelle que nous sommes ici dans le cadre de la transposition d'une directive européenne, transposition qui est obligatoire. Notre majorité a fait le choix de ne transposer que les éléments obligatoires de la directive, en ne retenant pas les éléments facultatifs, comme les surpéages, pour ne pas causer des difficultés insurmontables à nos transporteurs. Ceci étant dit, le transport des personnes et des marchandises par autoroute est responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il est donc impératif de nous en préoccuper et de chercher à orienter l'utilisation des autoroutes par des véhicules de transport les moins émetteurs possibles. Je dis néanmoins, et je le répète, que pour tenir cet objectif, nous devons multiplier les aides pour le verdissement des flottes des transporteurs routiers ou des entreprises. Aujourd'hui, ces aides sont beaucoup trop limitées. Nous devons manier l'incitation et la subvention en même temps. Et donc, j'ai eu, pour exemple, un appel à projet de 60 et quelques millions d'euros qui n'a pu financer que 58 camions. Donc, je pense que nous avons des gros progrès à faire pour aider nos transporteurs. Et nous comptons bien les faire. C'est pour ces raisons que je donne un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame la rapporteure. Sur cet avis défavorable, je mets donc aux voix l'amendement CD 22. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement CD 13 présenté par Monsieur Meurin. Alors, vous n'êtes pas co-signataire, si je ne m'abuse. Donc l'amendement n'est pas soutenu. Amendement CD 21 présenté par Monsieur Villedieu. C'est bon, Monsieur Villedieu. Merci. Donc, dans la continuité, hein, Madame le rapporteur, je suis désolé, hein, c'est toujours sur le facteur flou, hein, et puis l'application des tarifs modulables en fonction du temps, de la tenue de la voirie, de l'état des routes, de l'humeur de nos élites qui ne sont pas acceptables. Donc, on demande au moins la suppression de l'article 10. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, alors l'article 7 octi de la directive révisée en 2022 offre la possibilité aux États membres de faire varier la redevance d'infrastructure afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d'optimiser l'utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière. Cette modulation horaire, en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, peut constituer un levier efficace de gestion de la demande de transport et optimiser ainsi l'usage de l'infrastructure. Par ailleurs, des expérimentations sont déjà en cours sur le territoire, notamment à Strasbourg et à Rouen, pour des résultats très encourageants. Il est donc utile de le garder dans le texte. Je donnerai un avis défavorable. Chers collègues, je mets donc aux voix cet amendement CD 21. Qui est pour? Qui est contre?
Cet amendement est rejeté. Amendement CD2 présenté par Madame Bédouco. Merci, Monsieur le Président. La directive prévoit la possibilité pour les États membres d'introduire une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés pendant les périodes habituelles de congestion. Cette redevance étant facultative, le gouvernement avait pris la décision de ne pas la transposer dans ce projet de loi. Afin de combattre efficacement la congestion et la pollution atmosphérique créée par la circulation, il apparaît pourtant opportun de pouvoir se laisser la possibilité de la mettre en place. Le groupe écologiste souhaite donc élargir le champ de transposition de la directive à cette redevance de congestion facultative. Toutefois, afin de favoriser le recours en transport collectif, ce dispositif propose d'exonérer du paiement de cette redevance les minibus, autobus et autocars, utilitaires et camions de moins de 2,5 tonnes chargés. Par ailleurs, en cohérence avec la directive qui prévoit une affectation des recettes au développement des mobilités vertes, cet amendement propose un fléchage des recettes en soutien au développement du transport ferroviaire et fluvial. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Alors, votre amendement, chers collègues, rejoint le texte déposé au Sénat et que nous avons décidé de conserver à l'alinéa 10. Vous prévoyez d'exonérer spécifiquement les bus et autres transports collectifs plutôt que de raisonner en termes d'émissions de CO2 applicables à tous les véhicules. Il reviendra aux contrats signés, lors de leur renouvellement, de détailler les clauses d'application et d'exemption, mais à ce stade, il me semble préférable que tous les véhicules soient concernés en fonction de leur niveau d'émission plutôt qu'en fonction de leur usage. Avis défavorable. Madame Bédouco, je vous en prie. Merci. Juste, on propose d'ajouter une redevance qui était facultative dans la directive européenne. Donc nous proposons de nous en saisir, puisqu'elle existe, elle existe même de manière facultative, donc cette redevance pour congestion, et d'exonérer de cette redevance pour congestion uniquement les véhicules de transport collectif et les petits utilitaires. On ne propose pas d'introduire une nouvelle exonération à tout l'article ou à l'alinéa 10. Madame la rapporteure, voulez-vous réagir ? Oui, l'objectif, c'est de considérer les véhicules en fonction de leur niveau d'émission et pas en fonction de leur usage. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement CD2 qui a vu un avis... Oui, monsieur le seul, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, contrairement à ce que vient de dire notre rapporteur, revenir à l'usage plutôt qu'aux émissions est plein de bon sens. Nous voterons cet amendement. Je mets donc aux voix cet amendement CD2. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement est rejeté. Amendement CD23, présenté par Monsieur Villedieu. Non, Monsieur Barthès. Oui, Monsieur le Président. Donc, le fait de commettre une modulation des prix des péages afin d'assurer l'équilibre des recettes pour l'exploitant est un outil dangereux. Il n'est pas défini par l'alinéa si cette modulation ne concerne que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou si elle concerne tous les véhicules. Dans les deux cas, les conséquences sont problématiques. Si cela ne concerne que les véhicules lourds, cela signifie qu'à mesure que les flottes de camions seront remplacées par des véhicules non émetteurs de CO2 par les entreprises les plus financièrement aisées, le prix des péages pour celles n'ayant pas les moyens de remplacer leurs véhicules thermiques vont augmenter de manière totalement disproportionnée et insoutenable. Si la modulation concerne tous les usagers, alors cela voudra dire que le manque à gagner sur les poids lourds en transit bénéficiant de réductions ou d'exonérations devra être pris en charge par l'ensemble des usagers français déjà écrasés par le prix des péages pour l'entretien des routes dont l'usure est avant tout provoquée par les passages des poids lourds. Une telle discrimination dans les deux cas ne peut être soutenue. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise la suppression de cette mesure. Madame la rapporteure. Donc, l'objet de cet amendement entraînerait la suppression de l'équilibre des recettes. Donc, la clause visant à assurer l'équilibre des recettes des exploitants, malgré la modulation, a pour but que ces exploitants ne s'enrichissent pas de manière indue à partir de cette clause incitative. Ce qui sera payé en plus par les véhicules polluants
sera compensée par des rabais pour les véhicules les moins polluants. À terme, comme tout outil d'incitation, la recette ne portera plus que sur les véhicules très polluants. Supprimer cet alinéa ne serait donc pas opportun. En revanche, je tiens à rappeler encore une fois, à nouveau, qu'il est nécessaire que nous accompagnions mieux les transporteurs pour le verdissement de leur flotte de véhicules. À ce jour, moins de 2% du parc des poids lourds est à faible émission de CO2. Or, la rentabilité du secteur, autour de 1,5%, ne lui permettra pas d'opérer seul le virage écologique qu'on lui demande. Avis défavorable néanmoins sur votre amendement. Je mets donc aux voix cet amendement CD 23 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 15 présenté. Alors, Monsieur Meurant n'est pas là. L'amendement CD 16 présenté par Monsieur Meurant. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement CD 12 présenté par Madame Cousin. Merci, Monsieur le Président. Dans cet amendement, il est proposé de préciser la mention de véhicules polluants. En effet, les véhicules classés critères 3 à 5 peuvent être identifiés comme véhicules polluants, notamment au regard de leur limitation de circulation dans les zones à faible émission de mobilité. Et il est donc proposé d'ajouter ces qualifications pour désigner ce que recouvre le terme véhicule polluant en mentionnant véhicule polluant de critères 3 à 5. Dans cette discussion commune, Madame Cousin, j'imagine que vous allez présenter le CD11. C'est cela. Alors, dans celui-là, dans la même ligne, le but est de proposer donc des véhicules classés critères 5 qui peuvent être identifiés comme véhicules polluants, notamment au regard de leur limitation de circulation dans les zones à faible émission critère N, donc, et de proposer d'ajouter cette qualification comme désignée en ce terme polluant critère R5. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Votre amendement vise donc à préciser la définition des véhicules polluants dans le cadre de l'exonération potentielle de la redevance pour pollution atmosphérique. Or, ceux-ci font déjà l'objet d'une définition à travers l'annexe 3 bis de la directive et la Commission a d'ailleurs récemment proposé un texte pour préciser la norme Euro 7. Donc l'avis est défavorable. Avis défavorable sur les deux amendements, Madame la rapporteure. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement CD12 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Je mets aux voix l'amendement CD11 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD3 présenté par Madame Bellouco. Merci. Encore une fois, en fait, par cet amendement, on propose juste de se saisir un peu plus des possibilités offertes par la directive et d'aller un peu plus loin que le minimum obligatoire et de donner un peu d'ambition à cette transposition. Donc la directive, elle prévoit la possibilité d'application d'un surpéage assorti du fléchage des recettes pour le financement d'infrastructures de transport. Ce nouveau dispositif permet de majorer les péages jusqu'à 50% alors qu'il se limite aujourd'hui à 25%. L'étude d'impact a considéré que ce surpéage pourrait être mis en place lorsque des opérations seront identifiées. Mais nous en connaissons des opérations, donc pourquoi attendre ? Nous savons que la trajectoire d'investissement pour les chantiers et projets d'infrastructures de transport en France est difficile à maintenir. De nombreuses pertes de recettes ayant eu lieu ces dernières années. Et je crois savoir que le COI va proposer des investissements supplémentaires dans les infrastructures sous peu. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de recettes pérennes destinées à accroître la part du fluvial, mais aussi à mener à bien les indispensables projets de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire. La recette des mobilités actives est encore trop marginale. Et donc on vous propose là d'aller chercher des recettes supplémentaires pour financer des projets d'infrastructures qui vont dans le sens de la transition écologique. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Votre amendement, chers collègues, prévoit d'insérer dans la loi la possibilité laissée par la directive d'appliquer un surpéage sur des tronçons routiers spécifiques régulièrement saturés ou dont l'utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l'environnement. Notre choix est cependant de ne transposer que les éléments obligatoires de la directive,
et non les éléments facultatifs comme celui-ci. En effet, le transport routier est un secteur essentiel pour la vie économique de nos entreprises et de la nation, mais c'est également un secteur fragile qui ne dispose que d'une rentabilité moyenne d'environ 1,5%. En instaurant des péages trop onéreux, seules les grandes entreprises et les transporteurs dominants sur le marché pourront tirer leur épingle du jeu. Et cela risque de pénaliser fortement les petites et moyennes entreprises, déjà bien fragilisées par la hausse des prix de l'énergie. Il nous faut certes accompagner la transition de ce secteur et des infrastructures par des moyens adéquats, mais nous ne pouvons pas en faire porter le prix aux petites entreprises de transport. L'avis sera donc défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement CD3. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement CD 17, Monsieur Meurin. Amendement CD 24, présenté par Monsieur Villedieu. Oui, Monsieur le Président, moi je souhaiterais retirer cet amendement, s'il vous plaît. Eh bien, amendement retiré. Amendement CD 25, Monsieur Villedieu, vous voulez garder la parole? Oui, s'il vous plaît. Donc sur le CD25, les mots, l'alinéa ainsi rédigé, les mots 31 mars 2025 seront remplacés par les mots 24 mars 2026. Ce qui permet en fait d'ajouter une année et qui permet aux transporteurs de s'adapter à l'exonération et ainsi de rentabiliser le coût de la transition au niveau des véhicules. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Donc, votre amendement propose de supprimer la limitation dans le temps en 2025 de l'exonération accordée aux véhicules à émissions nulles. Or, si cette exonération complète sera en effet supprimée à cette date, une exonération jusqu'à 75% du prix du péage restera possible après cette date, ce qui représente un avantage important. En revanche, on ne peut accorder une gratuité totale des péages sans limite de temps, car l'effort serait entièrement reporté sur les véhicules les plus polluants, puisque l'équilibre des comptes doit être respecté. L'avis sera défavorable. Merci Madame la rapporteure. Je mets donc... Oui, Monsieur Villedieu. Je crois que on parle pas du même amendement. Je parle pas de supprimer la limite de temps. Hein. Je parle bien de modification de l'amendement. C'est du 31 mars 2025, remplacé par les mots 24 mars 2026 et d'octroyer une année supplémentaire d'exonération. Oui, effectivement, mais ce n'est pas utile puisqu'il y aura 75% d'exonération du prix du péage après cette date de 2025. Mais je vais donc mettre aux voix cet amendement CD25. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement CD5, présenté par Madame la rapporteure. Le Sénat a introduit l'alinéa 19, un report à mars 2026 de l'application de la majoration pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique afin que les transporteurs puissent anticiper au mieux la nécessité de renouveler leur parc de véhicules. Or, l'esprit de l'article 26 est d'entrer en vigueur au fur et à mesure du renouvellement des contrats de concession autoroutier. Quelques-uns seront concernés d'ici 2026, même si la majeure partie ne sera renouvelée qu'après 2030. Je propose donc une suppression de cet alinéa. Merci Madame la rapporteure, en sachant qu'il y a un amendement identique, puisque vous avez inspiré le gouvernement sur le sujet. Le CD 31, le gouvernement n'étant pas là, l'amendement bien entendu tombe. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD5 de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est adopté. Et il fait tomber bien entendu le suivant, celui du gouvernement. Le CD1 aussi. Le CD1 qui tombe. Amendement. Donc le CD1, mais aussi le CD31, si je ne m'abuse. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'article 26. Qui est pour? Qui est contre? Cet article est adopté. Nous en venons à des amendements créant un article additionnel après l'article 26, avec un amendement de Madame la rapporteure, l'amendement CD 27.
Donc, cet amendement adapte l'article L 1264-2 du Code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l'autorité de régulation des transports, l'ART, en matière de système européen de télépéage, par la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Pour l'exercice de l'ensemble de ses autres missions, l'ART dispose d'un droit d'accès inscrit au niveau législatif à toute information utile auprès des personnes limitativement désignées à l'article L 1264-2 du Code des transports. L'absence de dispositions similaires est de nature à fragiliser l'excellente ART dans l'exercice de ses missions relatives au CET. Par souci d'homogénéité et afin de permettre à l'autorité d'exercer pleinement ses missions en matière de CET, il apparaît nécessaire de lui reconnaître au niveau législatif le même droit d'accès aux informations et de modifier en conséquence l'article L 1264-2 du Code des transports. Cet amendement a pour vocation de renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation des transports en matière de système européen de télépéage, afin de lui permettre d'accéder à toute information utile dans ce domaine. La pratique est déjà répandue, mais il est nécessaire de l'inscrire dans la loi pour sécuriser son accès. Merci, Madame la rapporteure. Je mets donc aux voix cet amendement CD27. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Article 26 bis avec un amendement de suppression de l'article, amendement CD20 présenté par Monsieur Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est dans la continuité de l'amendement de suppression de l'article 26 et de l'ensemble de la transposition en droit français de l'État de l'Eurovignette. Pour les mêmes raisons, cet amendement vise à supprimer son application en Alsace. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Comme je vous l'ai déjà indiqué, chers collègues, comme pour l'article 26, je vous rappelle que nous sommes ici dans le cadre de la transposition d'une directive européenne, transposition qui est obligatoire. Notre majorité fait le choix de ne transposer que les éléments obligatoires de la directive en ne retenant pas les éléments facultatifs, comme les surpéages, pour ne pas causer de difficultés insurmontables à nos transporteurs. Le Sénat a eu raison de penser que les dispositions de la directive devaient également s'appliquer à la collectivité européenne d'Alsace, qui jouit d'un statut spécifique dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Avant de passer aux voix, je crois que j'avais une prise de parole de Monsieur Thiebaud. Monsieur le Président. Oui, merci, le Président. Non, je voulais juste intervenir pour dire effectivement cette disposition est absolument nécessaire pour permettre à la collectivité européenne d'Alsace pour mettre bien en œuvre l'ordonnance. Ce que je pourrais regretter quand même, juste rajouter un mot, c'est effectivement sur le niveau européen, le regret qu'on a, mais ça c'est le choix européen, c'est pas le choix national, c'est qu'on ne puisse pas affecter notamment les recettes de la taxe, notamment à d'autres projets que simplement l'entretien de l'infrastructure. Donc voilà, ça c'est un petit... voilà. En tout cas, je me félicite de cette avancée. Merci. Très bien, merci chers collègues. Nous mettons donc aux voix cet amendement CD20 qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement CD. Alors, dans ma liasse, juste un petit sujet technique. L'amendement CD18 vient d'être retiré, c'est celui de Monsieur Meurin. Nous en venons à des amendements identiques. Le CD 32 du gouvernement qui n'est pas présenté et le CD 33 de Madame la rapporteure. Sa rédaction actuelle, l'article 26 pourrait priver la collectivité européenne d'Alsace de toute faculté de modulation des péages avant l'entrée en vigueur des dernières évaluations techniques de la Commission. Le présent amendement propose donc de lier l'entrée en vigueur de cet article avec la publication des actes européens dans les conditions prévues par la directive Eurovignette. Je mets donc aux voix cet amendement CD 33 qui est pour, qui est contre. Cet amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 26 bis qui est pour, qui est contre. L'article 26 bis est adopté. Article 27
qui ne fait l'objet d'aucun amendement. Je vais donc mettre aux voix cet article 27 qui est pour, qui est contre. L'article 27 est adopté. Article 28, amendement CD4 présenté par Madame Bellouco. Merci. Alors, les entreprises ferroviaires doivent, dans la mesure du possible, favoriser la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires. Il convient en effet de prendre en compte la popularité croissante des déplacements à vélo. Au cours des 3 premiers trimestres de 2022, l'utilisation du vélo a progressé de 11% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2021, ce qui est très encourageant. À ce titre, le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires qui est transposé dans le présent texte comporte des dispositions permettant de tenir compte des déplacements à vélo dans le ferroviaire. Et la France avait acté un progrès plutôt important dans le cadre de la LOM à l'époque en fixant un nombre minimal d'emplacements pour vélo dans les TGV, dans les trains d'équilibre du territoire et puis dans les TER au niveau national. Et la loi 3DS s'est empressée de défaire cette disposition en donnant compétence à chaque région pour fixer son propre seuil minimal dans les TER. Cette disposition nous semble potentiellement régressive et peut aboutir à une révision à la baisse des ambitions du décret. Donc le présent amendement vise à renforcer la transposition de l'article 6 du règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires afin de renouer avec une trajectoire positive dans le nombre de places vélo dans les trains. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Alors, votre amendement propose d'intégrer le paragraphe 4 de l'article 6 relatif aux emplacements vélos dans les trains au champ d'application des Transilien et des trains régionaux. Or, votre amendement est déjà satisfait, d'une part par l'alinéa 10 de l'article 28, qui établit que les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 6. D'autre part, le paragraphe 4 de l'article 6 du règlement établit un nombre minimum de 4 emplacements correspondant à la norme européenne, et non de 6 à 8 emplacements comme vous l'indiquez, seulement si les autorités compétentes ne fixent pas ce nombre minimal. Or, l'article L 1272-5 du Code des transports dispose qu'Île-de-France Mobilité doit définir un nombre minimal d'emplacements pour les matériels neufs et rénovés mis en service en Île-de-France. Je tiens à préciser que dans la pratique, sauf de rares exceptions, les autorités compétentes fixent un seuil minimal d'emplacement pour vélo conforme à la norme européenne, voire supérieure. En effet, dans la LOM, nous avions indiqué 8 emplacements pour les TGV, 8 pour les TER et 5 pour les autocars. Et ce que vous dites est vrai en partie quand il n'y a pas de contrat signé, mais ça n'est pas souvent le cas. Donc l'avis sera défavorable, ou je vous propose de retirer l'amendement qui est satisfait. Madame Bellouco, vous voulez réagir? Merci. Il arrive. Je vais maintenir mon amendement et je voulais juste donner une petite précision de vocabulaire. On a écrit la norme européenne dans le sens commun, c'est-à-dire que dans la plupart des autres pays, on se retrouve déjà avec 6 à 8 emplacements. Effectivement, la norme, au sens du texte, est bien à 4. Mais c'est juste pour dire qu'on est en dessous de ce que font les autres pays européens et on pense qu'il faut rattraper. J'ai une demande d'intervention d'un passionné du vélo. Oui, monsieur le Président, passionné comme vous le savez. Ce que je voulais rajouter, je pense que effectivement, c'est un peu contraire à ce que nous voulons faire, c'est de laisser la possibilité aux régions qui ont la responsabilité de l'achat du matériel aussi, de pouvoir définir leur propre politique autour du vélo, pardon. Ils sont très moteurs, notamment sur le financement des pistes cyclables. Donc je pense que leur imposer, ça va un peu à l'encontre aussi de l'autonomie, la libre autonomie des territoires. Et on aurait pu effectivement regretter certains dispositifs que vous avez proposés, notamment sur le crédit d'impôt du vélo pliable, monsieur le Président, si vous en souvenez. Vous en souvenez, j'espère. Je vous en remercie, monsieur le Président. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui, non, mais je ne pense pas que la France soit en retard par rapport à ça. Je pense qu'il y a les plans vélo, enfin la loi mobile, la LOM, je pense a bien incité les régions et je vois que les régions sont très... la plupart des régions font le travail pour encourager les trajets train-vélo. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement CD4. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Je mets aux voix l'article 28. Qui est pour? Qui est
contre. L'article 28 est adopté. L'article 29 fait l'objet d'aucun amendement. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'article 29 est adopté. Amendement créant un article additionnel après l'article 29 et des amendements identiques. L'amendement CD28 présenté par Madame la rapporteure. Donc, cet amendement prévoit la possibilité pour les agents de l'autorité de régulation des transports de procéder à des collectes automatisées de données ou informations publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité, notamment sous la forme de requêtes informatiques, sans que les exploitants de ces derniers ne puissent leur opposer un refus. Des limites quant aux données pouvant être extraites ou encore les conditions générales d'utilisation CGU de ces services. La parole est à Madame Lasserre pour l'amendement CD8 qui a été déclaré recevable pour le coup. Je vois que vous avez été très attentive à la DG, Monsieur le Président. Je suis toujours très attentif. Merci. Alors, la LOM de 2019 a confié à l'ART de nouvelles missions en matière d'ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité, SNM, destinés à faciliter les déplacements et de services d'information et de billettique multimodale. Dans ce contexte, l'amendement prévoit expressément la possibilité pour ces agents de procéder à des collectes automatisées de données ou informations publiquement accessibles sur les SNM, notamment sous la forme de requêtes informatiques, sans que les exploitants de ces derniers ne puissent leur opposer de refus, des limites quant aux données pourront être extraites ou encore les conditions générales d'utilisation de ces services. C'est un amendement qui a été travaillé avec l'ART. Je vous remercie. Et enfin, l'amendement CD10 présenté par Monsieur Le Seul. Merci Monsieur le Président. Nous soutenons la volonté de régulation de l'ART, bien évidemment, et nous considérons que la procédure qui est proposée à la demande de l'ART permettra aux agents déjà en poste sur les missions numériques d'accomplir leurs fonctions avec une plus grande efficacité. Et donc, si nous voulons aider l'ensemble des missions de l'ART, nous devons adopter cet amendement. Je vous remercie. D'autant plus que nous avons souhaité rajouter des missions supplémentaires sur le sujet à l'ART dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Madame la rapporteure, j'imagine que sur ces amendements identiques aux vôtres, vous avez un avis favorable. Je vous laisse peut-être le soin de commenter. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis très favorable. En effet, c'est une demande de l'ART qui va l'aider dans l'efficacité de ses missions. Et son expertise pour la régulation numérique est reconnue et donc lui donner des moyens d'action supplémentaires sont nécessaires. Et donc c'est un avis très favorable. Très bien, je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés, chers collègues, et nous avons terminé avec l'examen de ce projet de loi. Je mets aux voix l'ensemble des dispositions dont notre commission est saisie. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, l'ensemble de ces dispositions sont adoptées. Nous nous retrouvons demain matin dans cette même salle avec une petite innovation puisque nous ferons le compte-rendu du déplacement de notre délégation de la commission à la COP15 sur la biodiversité et nous serons amenés à examiner en deuxième lecture la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. À demain, chers collègues. C'est super, on va pouvoir aller chez Clément. Bravo. Bon, c'était pas évident.